L'échiquier international, bienvenue à vous. 50 000 morts à Gaza, c'est nécessaire pour les générations futures. Déclaration d'un ancien chef du renseignement sioniste sur un média. Une déclaration qui résume adéquatement l'état d'esprit de l'occupant khazaro-européen, chez qui la spoliation, les massacres, le meurtre d'enfants et la souillure de la terre est le logiciel talmudiste depuis des décennies. Le suprémacisme juif, avec son projet du Grand Israël, est une chose revendiquée ouvertement et pour cela, les non-juifs sont matière non négligeable. Lorsque le commun, par exemple, est pris d'émoi quand il voit un enfant palestinien mourir avec le bombardement d'un drone, comme ce matin à Jabalia, le sioniste y voit, lui, une anté-humanité retirée pour la fondation du projet biblique. Par conséquent, la solution politique ne peut donc s'articuler avec des messianistes, mais la question qui se pose après ce constat, comment donc arrêter les talmudo-sionistes? On en parle, à tout de suite. Et il a déclaré il y a peu, le premier officiel sioniste Netanyahou, qu'il se sentait investi d'une mission historico-spirituelle, qu'il était attaché à la vision du Grand Israël, un projet qui comprend des zones destinées à un État palestinien, mais aussi à des pays qui font partie du fameux projet biblique, des pays comme l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et une partie de l'Arabie Saoudite. Rien que ça. La question qui se pose est la suivante: qui arrêtera donc ce projet quand on prend en compte la mainmise sioniste sur les esprits officiels européens, par exemple? On va en parler avec Neji El-Khatib, sociologue palestinien qui interviendra à partir du sud de l'Italie. Bonsoir Neji, bienvenue. Oui, bonsoir à vous. Alors, l'entité sioniste devra encore déborder pour atteindre d'autres régions, comme on l'a dit, des régions qui feraient partie, selon leur mythe, du fameux Grand Israël. C'est en tout cas la volonté affichée pour la première fois par leurs représentants sionistes. Un commentaire. Écoutez, c'est pas un secret que le projet zioniste ne se limite pas à la Palestine toute seule. Car le projet zioniste de l'Euphrate à la Nil, ça veut dire de la rivière Euphrate en Irak jusqu'au Nil en Égypte, c'est effectivement qu'est-ce qu'on appelle dans la terminologie zioniste la terre d'Israël. Donc voilà, la terre d'Israël s'étend de l'Irak jusqu'à l'Égypte, y compris la Palestine évidemment. Donc on a commencé par la Palestine, mais s'il y a des conditions appropriées, ce projet, il va continuer son avancement vers les autres territoires des pays arabes. Alors il y a une chose quand on prête l'oreille, surtout par rapport aux médias occidentaux, à savoir que le génocide à Gaza est dû à la présence de Netanyahou. Le retirer et tout irait mieux, ou plutôt ça serait un moindre mal pour les Palestiniens. Alors que quand on observe le traitement des Palestiniens depuis 1948, Netanyahou n'est pas le mal du présent, mais seulement une conséquence, une forme d'incarnation du présent. C'est plus une conséquence qu'une simple raison limitée de notre époque. Écoutez, il y a différentes versions du zionisme, mais le zionisme de base, il est toujours le même, il n'a jamais changé. Il y a le zionisme de gauche, il y a le zionisme messianique de droit religieux, mais le zionisme, il est toujours la même chose. Le zionisme, c'est une idéologie expansionniste qui vise la création d'un État un État exclusif, évidemment, pour que les Juifs dans la terre de la Palestine. Donc, quand on dit un État juif, ça veut dire que c'est une négation intégrale de la présence palestinienne. Pour ça, depuis Ben Gurion et la création de l'État d'Israël en 1948, Ben Gurion lui-même, il a regretté en 1949 pourquoi ils n'ont pas continué l'œuvre d'expulsion massive des Palestiniens. Il a dit on a commis une erreur de laisser quelques Palestiniens sur les territoires conquis par l'État naissant juif. Donc voilà, Ben Gurion, c'est la gauche zioniste qui a construit cet État. Alors, voilà la gauche zioniste
et la droite messianique religieux zioniste, elles ont le même projet. Le projet de créer un État exclusif pour les Juifs qui dit effectivement un projet de colonisation, de peuplement. Et quand on dit une colonisation de peuplement, ça veut dire les autochtones, ils n'ont pas de place. Ça veut dire qu'ils ont voué soit au massacre généralisé, comme qu'est-ce qui se passe actuellement à Gaza, soit à l'expulsion massive, comment il a effectivement été pratiqué en 1948. Donc la colonisation de peuplement ni le droit à l'existence, ni le droit à la vie pour toutes les autochtones. On a vu ça dans plusieurs pays, effectivement aux États-Unis, en Australie, qui était un des projets de colonisation de peuplement qui a abouti à l'extermination définitive et massive des autochtones. Les sionistes rêvent de ce projet-là. Ils sont en train d'essayer de le terminer. Donc il n'y a pas de sionistes de gauche et de sionistes de droite. Le sionisme, c'est une seule idéologie d'expansion, de colonisation, de peuplement. Alors on va donner justement quelques exemples historiques pour cerner les caractéristiques de ce sionisme. Le sionisme se caractérise par la négation de l'autre, l'absence d'universalisme, qui sont des éléments intrinsèques du mouvement fascistoïde sionisme, excusez-moi pour le pléonasme. Par exemple, quelques exemples historiques, nous sommes en 1946, il y a eu l'attentat de l'hôtel King David à El-Quds, 91 morts, qui a été un attentat organisé par le mouvement extrémiste l'Irgun, avec son chef de file Menahem Begin, qui n'a jamais exprimé de regret puisqu'il sera Premier ministre et aura le prix Nobel de la paix en 1978. Begin et l'Irgun sont un groupe extrémiste qui récidiveront en 1948 avec le massacre de Deir Yassin. On parle de viols de Palestiniens, y compris des enfants, des exécutions sommaires. 3 personnes, dont Begin, qui participeront à ces massacres, deviendront Premier ministre, comme Ariel Sharon et Isaac Shamir. Oui, un commentaire. Écoutez, en général, on essaye de dire qu'il y a des extrémistes zionistes, mais en réalité, le zionisme dans son ensemble est extrémiste. Par exemple, l'exemple que vous avez donné par rapport à Irgun, il y a une autre organisation extrémiste qui est Lehi, qui ont commis ensemble le massacre de Deir Yassin. On sait très bien, par exemple, je vous donne un petit exemple, et c'est pas les Palestiniens qui parlent, c'est l'historien d'un nommé israélien qui est Benny Morris. Benny Morris, il a recensé, pendant la guerre de 48, il a recensé 24 massacres commis par tous les groupes zionistes, y compris par le Haganah. Le Haganah qui était dirigé par Ben-Gurion, qu'on a essayé dans le passé de le présenter comme un zioniste modéré. Donc voilà, Benny Morris lui-même, il dit qu'il s'agit d'10 massacres. Il y a 33 massacres commis par les groupes zionistes, y compris le Haganah, qui était effectivement le début de noyau de ce qu'on a appelé plus tard l'armée de la défense d'Israël. Donc les massacres, c'est pas seulement les extrémistes, il y a aussi les soi-disant modérés. Voilà, c'est... Alors on va donner d'autres exemples. Eux-mêmes reconnaissent effectivement la participation de Haganah dans les massacres. On va donner d'autres exemples. Montre... Il y a Benny Morris, effectivement, parle du massacre de Lida en 1948 également, où on tire sur un village. L'ordre est donné par Isaac Rabin, qui deviendra lui aussi Premier ministre et aura également le prix Nobel en 1994. C'est un point commun, on a envie de presque sourire si la tragédie n'était pas au rendez-vous, mais en tout cas, la différence que vous avez dit, qu'on veuille mettre entre des colons et des faucons sionistes est un feu de paille pour les Palestiniens et les connaisseurs de l'histoire de ce sinistre mouvement qu'est le sionisme. Écoutez, Benny Morris, c'est un grand historien israélien. Il reconnaît les faits des massacres, mais on a officiellement, on ne peut pas se contenter de récits portés par les colons eux-mêmes, car Benny Morris aussi, c'est un historien colon.
zioniste également. Donc voilà, on a le chercheur palestinien Slimane Abou Sitti. Slimane Abou Sitti, il a recensé 33 massacres commis pendant la guerre de 48. Voilà, donc on a un autre chercheur palestinien aussi de renommée, Saleh Abdel-Jawad. Saleh Abdel-Jawad, dans ses recherches, il a trouvé qu'il y a 68 massacres commis pendant la guerre de 48. Et voilà la réalité. La réalité que le massacre fait partie intégrante du projet zioniste et de la création de cet État. C'est pas quelque chose, je veux dire, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment historiquement prouvé. C'est un blanc bien établi. Les massacres, c'est pour diminuer le nombre des Palestiniens et pousser le survivant à la fuite. C'est ça le plan zioniste depuis 48 jusqu'à aujourd'hui à Gaza. Alors, ça veut dire les massacres actuellement à Gaza pour expulser les gens, tuer le maximum et expulser un maximum en même temps. Nadir Khatib, on va rappeler une figure justement qui a été victime du sionisme pour démontrer que les sionistes ne reculent devant rien et exécutent quiconque qui se met au travers de leur chemin. Je veux parler de l'assassinat du comte Folke Bernadotte le 17 septembre 1948. Alors pour les téléspectateurs, le comte Folke Bernadotte est un diplomate des Nations Unies et proposait un plan de partage équilibré entre Palestiniens et Juifs. Il sera assassiné par un autre groupe extrémiste, le Lehi, dont le leader est Yitzhak Shamir, qui sera plus tard lui aussi Premier ministre. On précise également que Folke Bernadotte, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait sauvé 30 000 juifs des camps de l'extermination, mais ça n'a pas fait la moindre différence pour les figures sionistes qui ont prémédité et organisé son exécution. Ça montre très bien que les juifs assassinés par les nazis comptent absolument pas dans les projets zionistes. On peut assassiner un comte suédois neutre qui a sauvé des juifs, mais pour réaliser leur plan, on est capable de l'assassiner car tout simplement, il a représenté une certaine neutralité dans ce conflit et il faut l'assassiner. Donc on l'assassine. Ça montre que le projet zioniste, il n'a rien à voir avec le Holocauste ou avec le Shoah. C'est un projet qui est constitué en instrumentalisant le Shoah et les victimes de Shoah, mais les victimes eux-mêmes, absolument, on s'en fiche à la rigueur. L'essentiel, c'est un projet politique zioniste qui avance pour des intérêts en utilisant les morts juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale pour justifier ce projet colonial. Il s'agit d'un projet colonial qui essaye de trouver des argumentations et une de ces argumentations-là représentait les victimes de l'Holocauste. Mais on sait très bien que le mouvement zioniste a collaboré avec les nazis. Et ça, maintenant, il est très bien de commenter. On a justement organisé une émission, on a parlé du fameux accord Avara entre les nazis et les sionistes. J'encourage vivement les téléspectateurs à aller se référer à cette édition de l'Échiquier international où on parle justement de ce dossier. Alors il y a plusieurs autres exemples de massacres orchestrés par les sionistes, comme celui de Ribia en 1953, de Kafr Qasim en 1956, même à l'extérieur en Égypte, avec la tuerie de Bahr el-Bakar. Au Liban également, on n'oublie pas surtout le massacre de Sabra et Shatila en septembre 82, une horreur absolue signée cette fois par le sinistre ministre de la Défense à l'époque, Ariel Sharon, qui sera plus tard Premier ministre 20 ans plus tard. On a également le massacre de Qanna. Shimon Peres, lui, cette fois, est responsable de cette tuerie qui sera lui également Premier ministre, président et prix Nobel de la paix. J'étais un peu long pour donner ces exemples, pardonnez-moi, c'est surtout pour démontrer que le massacre aveugle n'est pas une erreur de parcours de l'entité sioniste, mais bien son socle assumé, banalisé, répété, revendiqué, encouragé. Nadir Khatib. Montre que le crime et le massacre et le génocide, c'est partie intégrante de son projet zioniste. C'est exactement ça. Ça veut dire cette continuation
de massacrer et de faire des crimes atroces contre l'humanité font partie intégrante du projet zioniste. C'est un projet zioniste basé sur les crimes de nettoyage ethnique, de débarrasser des autochtones, les effrayer pour fuir leur pays. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'expansionnisme dans un cadre de colonisation, de peuplement, vise vider les pays de ses habitants pour pouvoir effectivement le coloniser complètement. Et c'est ça le caractéristique de cet État. Ça veut dire, si on ne comprend pas la nature profonde de cet État, la nature profonde qui est la colonisation de peuplement. Et toute colonisation de peuplement nécessite effectivement, on a tous les travaux faits par l'universitaire Patrick Wolf. Elle montre que l'exemple de la Palestine, ce n'est qu'un exemple. Tous les projets de colonisation de peuplement, selon Patrick Wolf, ils sont basés entièrement sur les crimes de nettoyage ethnique et les massacres généralisés. Alors, à l'aune de ce qu'on s'est dit, à savoir que le génocide à Gaza ne serait pas une page sombre, mais bien la continuité logique d'une entité qui est née dans le sang et se perpétue dans le sang, l'histoire ricane de ceux qui parlent de la solution de deux États, Najib El-Khatib, quand on constate et quand on étudie les séquences tragiques qu'on vient d'énumérer. À savoir la série de massacres qui sont orchestrés par des officiels sionistes qui deviennent au fil des années au premier rang de la décision politique de l'entité sioniste. Ça montre qu'il n'y a pas de compromis avec ce projet, car c'est un projet radical. C'est un projet radical qui ne va jamais s'arrêter s'il n'y a pas des forces égales capables de l'arrêter. Jusqu'à maintenant, ce projet avance, car les rapports de force, ils sont toujours en sa faveur. Même cette histoire des illusions de deux États, c'était aussi une stratagème zioniste qui a bien réussi à diviser la question palestinienne, à affaiblir l'unité du peuple palestinien, et du coup, c'était un stratagème qui va aussi avec le génocide et le nettoyage ethnique, car on essaye d'instrumentaliser tous les moyens possibles pour que ce projet arrive à ses fins. Et ce projet-là, il va oser effectivement, dans le discours, soi-disant, une participation dans le processus de paix, qu'est-ce qu'on a dit, processus de paix, pendant 32 ans, qui a absolument tourné en rond sans donner aucun résultat, et le contraire, ce processus de paix a permis aux Israéliens de grignoter plus de territoires palestiniens, d'augmenter le nombre des colons, et du coup, on a renforcé le projet zioniste sous le nom de la recherche de la paix et l'acceptation de soi-disant la solution de deux. C'est des illusions bien employées par le mouvement zioniste pour arriver à ces fins qui sont effectivement l'effacement des Palestiniens, l'écrasement total des peuples palestiniens, l'expulsion des Palestiniens de leurs terres et avoir un État exclusivement juif en Palestine. Alors un État exclusivement juif en Palestine avec des massacres au fil des années, tout ça est largement documenté par un autre historien qui s'appelle Ilan Pappé et son livre « Le nettoyage ethnique de la Palestine » sorti en 2008, ou encore le poignant film documentaire du massacre qui porte justement le titre Tantoura, qui est un film documentaire réalisé par un autre juif qui s'appelle Alon Schwartz, sorti en 2022. Tout ceci, donc, comme vous l'avez dit, est objectivement prouvé, je parle des massacres. Comment donc expliquer la censure qui sévit, non pas au sein des dictatures lointaines africaines ou celles du Moyen-Orient, mais au sein des démocraties occidentales? Par exemple, actuellement en France, le slogan « Free Palestine » est interdit lors des manifestations. Il faut pas oublier que l'État d'Israël, c'est une extension presque naturelle du colonialisme occidental, y compris colonialisme français. Vous savez, hein,
les accords de Sykes-Picot, qui étaient Sykes l'anglais et Picot, M. Picot le français. C'est eux qui ont désigné les frontières de la région pour effectivement consacrer la Palestine pour un futur État juif. Donc l'État juif a été le produit de colonialisme et des compromis entre l'impérialisme britannique et français. Donc c'est pas étonnant de tout que la France d'aujourd'hui retourne à son passé colonial et les Palestiniens, ils sont devenus en France, comme en Allemagne d'ailleurs, les cibles d'un nouveau racisme. Il y a un nouveau racisme anti-palestinien, un nouveau racisme contre tous les saboteurs de la cause palestinienne. Maintenant, on dit très bien, dans quelques années, on a parlé d'islamophobie. Maintenant, que la gauche française elle est antisémite. Maintenant, on dit qu'il y a des sections de la gauche française. En étant pro-palestinien, elle est antisémite. Et du coup, il y a en France ce retour de l'élément colonial, de cet héritage colonial, qui se traduit par une politique contre les Palestiniens, par effectivement faire des promesses complètement vides de sens de reconnaître l'État palestinien, mais on sait très bien il s'agit tout simplement d'un marketing politique, car c'est complètement faux. Il n'y a aucune volonté véritable pour les colonialistes français à aider les Palestiniens à créer un État. Il s'agit tout simplement d'une continuité de la politique coloniale française au Moyen-Orient. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, ce totalitarisme sioniste s'adapte au temps, puisqu'on a appris que la plateforme Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook Inc., avait censuré le contenu des militants pro-palestiniens depuis le 7 octobre, des lanceurs d'alerte, donc qui ont travaillé pour Meta avec la complicité du gouvernement sioniste, avaient organisé la plus grande opération de censure de l'histoire moderne sur Facebook et Instagram. C'est le site d'information Dropsite News Investigation qui révèle que 90 000 posts pro-palestiniens ont été retirés sur la demande de l'entité sioniste. L'algorithme a mis également sous surveillance ou invisibilisé 38 millions de messages pour Gaza dans le monde. C'est la plus grande opération de censure de l'époque moderne qui va dans le sens d'une forme de dictature pour continuer, ou en tout cas passer sous silence le génocide contre les Palestiniens. Ça montre que ce monde impérialiste occidental euro-américain, il défend tout simplement son bébé qui est l'État d'Israël. L'État d'Israël, il fait partie tout simplement de son projet colonial global. Il fait partie intégrante de cet impérialisme euro-américain qui essaye de dominer le monde. Donc, les exemples que vous avez cités, ils sont effectivement l'illustration de cette alliance complètement criminelle entre toutes les chancelleries occidentales pour écraser la résistance du peuple palestinien. Tout simplement, Israël fait partie intégrante de ce monde occidental, de cet impérialisme occidental. Et du coup, on emploie tous les moyens qu'on possède, le contrôle des médias. On sait très bien comment les médias en France ils sont complètement manipulés par les sionistes. Et on n'a pas le droit d'exprimer en France qu'est-ce qu'on pense. Également aux États-Unis, les pro-palestiniens, ils sont poursuivis et ils sont empêchés d'exprimer. Donc il y a cette alliance, c'est pas une alliance sacrée, car c'est une alliance criminelle entre toutes les forces impérialistes euro-américaines en faveur de l'État d'Israël, en faveur des génocides. Pour ça, toutes ces capitales occidentales, elles sont complices de génocide. C'est pas par hasard, ce collectif français de 120 avocats porte plainte auprès du tribunal international de justice d'une plainte contre Macron et l'État français, en étant complice des génocides, car il y a effectivement une complicité des génocides. Comment oser parler d'un État, de reconnaissance d'un État palestinien? On continue jusqu'à aujourd'hui livrer des armes
qui l'utilisent directement dans les génocides. On a trouvé depuis quelques semaines une usine haute technologie des drones français située dans le 92, à côté de Paris, qui continue à fabriquer des technologies pour les drones qui tuent les enfants à Gaza. Et c'est des technologies françaises que les drones israéliens utilisent. Donc comment effectivement on a, je veux dire, l'insolence de dire on va reconnaître l'État palestinien, on continue en même temps à armer l'image des crimes. On a compris, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, Nadji El Khatib, vous êtes sociologue palestinien, à qui je dis un grand merci pour avoir nourri les débats. Je vous dis à bientôt. Très bientôt, merci. Merci de nous avoir prêté attention, vous, chers téléspectateurs. L'information continue sur Al24 News et on se retrouve demain.